Une annonce venue du Sahel a brusquement déplacé le centre de gravité énergétique européen, surprenant chancellerie et marché. En coordonnant avec le Niger et le Mali la suspension des exportations d'uranium, le Burkina Faso impose un nouvel équilibre où l'Afrique négocie selon ses propres termes. Ibrahim Traoré cristallise ce basculement en transformant une ressource longtemps externalisée en levier stratégique national et régional pour revoir contrats, investissements et formation industrielle. Reste une question simple mais décisive. L'Europe s'adaptera-t-elle à cette autonomie affichée ou cherchera-t-elle à restaurer l'ancien ordre dans les prochains mois décisifs? Derrière le geste politique d'Ibrahim Traoré se cache un pari risqué, transformer une rupture diplomatique en fondement d'indépendance économique. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des contrats énergétiques dictés depuis Paris, choisit aujourd'hui la souveraineté au prix d'une confrontation directe avec les structures d'approvisionnement européennes. L'enjeu dépasse la simple exportation d'uranium. Il s'agit d'un basculement de paradigme où l'Afrique du Sahel affirme sa capacité à contrôler la valeur de ses ressources, à définir ses alliances et à former ses propres ingénieurs. Le bénéfice attendu est considérable. Sécuriser des revenus internes, bâtir une industrie locale et inspirer d'autres nations à rompre le cycle de dépendance. Mais chaque promesse a son prix. Tensions diplomatiques, incertitudes économiques et pression géopolitique accrue. Si Traoré réussit à maintenir ce cap, il ouvrira un précédent pour l'ensemble du continent. Sinon, le choc pourrait fragiliser l'équilibre régional. C'est dans cet entre-deux, entre audace et précipice, que se joue l'avenir énergétique du Sahel et l'image d'une Afrique qui décide enfin par elle-même. La révélation est tombée brutalement. En moins de 24 heures, le Burkina Faso, suivi du Niger et du Mali, a officialisé la suspension des exportations d'uranium vers la France. Ce bloc régional, représentant près de 15% de l'approvisionnement nucléaire européen, a fait vaciller la confiance d'un marché habitué à la stabilité. Ce mouvement n'est pas né du hasard. Depuis des décennies, l'uranium sahélien alimentait silencieusement les centrales françaises sans jamais enrichir pleinement les nations qui l'extrayaient. Les contrats, signés loin des mines, laissaient peu de marge aux gouvernements africains. Le ressentiment a mûri lentement, génération après génération, jusqu'à trouver dans la figure d'Ibrahim Traoré le catalyseur d'une affirmation collective. En quelques mois, la scène géopolitique s'est reconfigurée. Paris a convoqué des réunions d'urgence, Bruxelles a plaidé pour la modération, tandis que Pékin et Moscou ont rapidement proposé des partenariats techniques. Le Burkina Faso a saisi cette brèche, transformant un refus en stratégie. Pour la première fois, les ingénieurs locaux, épaulés par des conseillers étrangers, planchent sur des unités de traitement domestique. Cette mutation est capitale. Elle marque le passage d'un modèle d'exportation brute à une logique de transformation locale, symbole d'autonomie industrielle et d'identité retrouvée. La décision de Traoré agit ainsi comme un révélateur. Elle expose les fissures d'un ordre énergétique hérité de la colonisation, mais aussi la volonté nouvelle de l'Afrique de se positionner comme acteur stratégique, non comme simple fournisseur. Dans les rues de Ouagadougou, les débats sont vifs. Faut-il craindre les représailles économiques ou se réjouir de l'audace politique? Une chose est sûre, la ligne a été franchie et le Sahel ne reviendra pas en arrière. Ibrahim Traoré, devenu symbole d'un leadership insoumis, a redonné à son peuple une certitude que beaucoup croyaient perdue, celle de pouvoir choisir son destin. Au centre de cette onde de choc, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un provocateur que comme un stratège. Sa démarche n'est pas improvisée, elle s'appuie sur une préparation méthodique, amorcée des mois avant la rupture officielle. Dès son arrivée au pouvoir, il avait ordonné un audit complet des contrats miniers et une étude de faisabilité sur le traitement local de l'uranium. Cette rigueur explique pourquoi, au lendemain de l'annonce, les structures administratives et techniques du Burkina Faso semblaient déjà prêtes à encaisser le choc. Les premiers effets se sont fait sentir dans les zones minières de paix, de l'Est et du Nord. Là où régnait la dépendance, on observe désormais un regain d'activité. Des ateliers s'improvisent, des ingénieurs rentrés de l'étranger proposent des plans de centrifugation, des écoles techniques qui rouvrent. Les discussions ne portent plus seulement sur le prix du minerai,
mais sur la valeur ajoutée du savoir. Cette mutation, bien que fragile, traduit une réappropriation du futur. Sur la scène diplomatique, le ton a changé. Les délégations européennes adoptent un langage plus mesuré. Les ministres africains, eux, parlent aux parts d'égal à égal. Ce renversement d'attitude, presque imperceptible il y a un an, devient tangible. Le Burkina Faso, autrefois périphérique, s'impose dans le dialogue énergétique mondial. Et derrière cette évolution, un message persiste. La souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, mine après mine, contrat après contrat, décision après décision. Là réside la portée du geste de Traoré. Il ne s'agit pas seulement de bloquer une exportation, mais de réapprendre à transformer la contrainte en puissance. Tout a commencé par une série de signaux faibles. En juin, des rapports confidentiels circulaient à Paris évoquant une tension croissante entre Ouagadougou et les entreprises minières françaises. Les observateurs pensaient à une négociation classique, une pression pour renégocier les tarifs. Mais Ibrahim Traoré, lui, préparait un basculement. Le 9 septembre, une directive interne du ministère burkinabé de l'énergie interdisait temporairement toute sortie de minerais bruts sans validation gouvernementale. 3 jours plus tard, l'annonce publique tombait. Suspension totale des exportations d'uranium vers la France. La réaction fut immédiate. À Paris, le ministère de la Transition énergétique convoqua un comité d'urgence. Les opérateurs d'EDF alertèrent sur la fragilité du stock stratégique estimé à 6 mois d'autonomie. Le marché de l'énergie, déjà tendu par les fluctuations du gaz, réagit violemment. Les prix de l'uranium montèrent de 18% en 2 jours. À Bruxelles, on tenta de temporiser, évoquant un dialogue constructif. Mais à Ouagadougou, le message était clair. Le Sahel n'était plus un appendice, il était désormais un acteur. Les jours suivants, la riposte diplomatique s'organisa. La France proposa une mission de médiation technique, rejetée par le Burkina Faso et ses alliés sahéliens. Le Niger et le Mali rejoignirent le front, publiant un communiqué commun affirmant que les ressources africaines doivent d'abord servir les peuples africains. Ce front uni prit de court les capitales européennes, habituées à traiter séparément les nations du Sahel. Sur le terrain, les effets furent immédiats. Les sociétés minières françaises suspendirent leurs opérations, tandis que les autorités locales reprirent possession des sites. Des ingénieurs burkinabés et maliens commencèrent à planifier la réouverture sous gestion régionale. À Ouagadougou, les conférences de presse se succédaient, Ibrahim Traoré martelant la même idée. Ce n'est pas une rupture, c'est une renaissance. En coulisses, d'autres forces entraient en jeu. La Chine, déjà présente à travers des projets d'infrastructure, offrit un soutien logistique pour la création d'unités de traitement locales. La Russie envoya une délégation technique discrète pour évaluer la faisabilité d'une chaîne complète de valorisation régionale. Pour la première fois, l'Afrique du Sahel apparaissait non comme un exportateur brut, mais comme un pôle d'industrialisation émergent. Les semaines suivantes confirmèrent l'effet domino. Les marchés européens commencèrent à diversifier leurs sources, augmentant leurs importations du Kazakhstan et du Canada, tandis que les analystes parlaient d'un tournant irréversible. À Ouagadougou, l'économie locale vibrait d'un nouvel élan. Les jeunes ingénieurs, galvanisés par le discours de Traoré, créaient des consortiums locaux pour proposer des solutions de raffinage. Ce qui semblait au départ un geste de défi prenait la forme d'une stratégie cohérente. Le Burkina Faso avait allumé la mèche d'une reconfiguration énergétique mondiale. Et au cœur de ce basculement, Ibrahim Traoré n'apparaissait plus comme un simple chef d'État, mais comme le visage d'un continent qui, après des décennies de dépendance, choisit de parler d'égal à égal. Avant la suspension, les 3 pays sahéliens, Burkina Faso, Niger et Mali, fournissaient environ 4000 tonnes d'uranium par an, couvrant près de 17% des besoins du parc nucléaire français. Après la décision d'Ibrahim Traoré, cette part s'est effondrée à moins de 4% en quelques semaines, obligeant EDF à puiser dans ses réserves stratégiques et à réactiver des contrats de long terme avec le Kazakhstan et l'Australie. Ce delta brutal expose la dépendance d'un système que beaucoup jugeaient inébranlable.
Sur le plan local, les effets inverses se sont immédiatement manifestés. Dans les minières de Timbao et d'Arlit, la production a été redirigée vers des projets pilotes de transformation. Les autorités burkinabées annoncent en hausse de 35% des investissements techniques nationaux depuis octobre, portés par des partenariats des sino-russes et des financements régionaux. Ce chiffre, modeste à l'échelle mondiale, marque pourtant un changement de paradigme. Pour la première fois, l'argent investi dans l'uranium reste sur le continent africain. Le deuxième indicateur concerne l'emploi. En seulement 3 mois, les programmes de formation en ingénierie minière ont doublé leurs effectifs, passant de 4 en 20 à plus de 850 étudiants inscrits dans les universités de Ouagadougou et Niamey. Cette mobilisation traduit une volonté politique claire, former localement pour maîtriser la chaîne de valeur. Les experts de la Banque africaine de développement estiment que ce mouvement pourrait créer à moyen terme 10 000 emplois directs et indirects dans le secteur énergétique sahélien. Enfin, un troisième chiffre illustre la portée diplomatique de cette mutation. 8 accords de coopération technique ont été signés depuis septembre entre le bloc sahélien et des partenaires non occidentaux. 4 avec la Chine, infrastructure et traitement, 2 avec la Russie, sécurité et ingénierie, 1 avec l'Inde, formation universitaire, et un dernier avec l'Afrique du Sud, normes industrielles. Ces accords, d'une portée cumulée de plus de 2,3 milliards de dollars, témoignent d'une bascule structurelle des alliances. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un populiste isolé, mais comme l'architecte d'une transition mesurable. Les données dessinent un avant et un après. Avant, un flux linéaire où le Sahel exportait Québec sans maîtriser. Après, un modèle circulaire où la ressource devient moteur d'autonomie. Cette logique du baseline, delta se lit dans chaque courbe, chaque graphique, chaque projection. La dépendance recule, la souveraineté progresse. Ce que certains voyaient comme un risque économique devient, chiffres à l'appui, un investissement collectif. Et dans ce mouvement, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme un symbole de coordination et de rigueur, celui d'un homme qui a su transformer la contrainte en dynamique mesurable. 2 visions s'affrontent désormais autour de la décision d'Ibrahim Traoré. La première, portée par certains analystes occidentaux, soutient que suspendre les exportations d'uranium serait un pari dangereux. Selon eux, le Burkina Faso, le Niger et le Mali risquent de perdre des revenus immédiats, d'affaiblir leur budget public et de provoquer des tensions internes. Ces experts se rappellent que la dépendance de l'Europe garantissait des flux financiers stables et une relative sécurité politique dans la région. À court terme, disent-ils, couper ce lien revient à se priver d'un amortisseur économique. Mais la seconde approche, celle que défend Traoré, repose sur un calcul de long terme. Il ne s'agit pas d'un repli, mais d'un repositionnement. En refusant les anciens contrats, le Burkina Faso met fin à un modèle de dépendance qui maintenait le Sahel dans une situation d'extraction sans transformation. Les premiers résultats le confirment. La montée de l'investissement local, la création d'emplois techniques et les nouvelles alliances diversifiées prouvent que le risque est maîtrisé. Les détracteurs avancent encore que l'autonomie énergétique serait illusoire sans infrastructures lourdes. Pourtant, les accords récents montrent une autre dynamique. La coopération avec la Chine et la Russie compense progressivement le manque d'équipements européens. Et surtout, le bloc sahélien, en coordonnant ses décisions, gagne un poids collectif inédit. Ce n'est plus une bataille solitaire, mais une stratégie de coalition. Dans le débat, Ibrahim Traoré ne cherche pas à effacer les critiques. Il les anticipe. Son argument clé, la souveraineté n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le court terme coûte, le long terme libère. Et cette phrase, répétée dans ses discours, résume toute la logique de son pari. L'Afrique doit supporter une tension temporaire pour reconquérir la maîtrise de ses ressources et définir ses propres règles du jeu économique. Tout bascule ici. Le Sahel dicte désormais le tempo. Ce qui paraissait inimaginable, il y a encore un an devient réalité politique. En suspendant l'uranium, Ibrahim Traoré n'a pas seulement bouleversé les circuits d'approvisionnement, il a renversé la hiérarchie morale du commerce mondial.
Autrefois contraints de négocier à genoux, les États du Sahel fixent désormais les conditions du dialogue. Les réunions d'urgence à Paris et Bruxelles ne visent plus à imposer, mais à comprendre. Dans les capitales africaines, cette inversion résonne comme une revanche tranquille. Des économistes burkinabés parlent déjà d'un effet Traoré. L'idée qu'une décision locale, assumée collectivement, puisse influencer les équilibres d'un marché mondial. C'est le point médian du récit, celui où l'histoire cesse d'être défensive pour devenir créatrice. Car à ce stade, plus rien n'est symbolique. Le Burkina Faso et ses alliés ne contestent pas l'ordre ancien. Ils en bâtissent un nouveau, méthodiquement, en formant, en produisant, en décidant. Et ce nouvel ordre, né dans la poussière rouge des mines sahéliennes, oblige le monde à écouter une voix longtemps ignorée. Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré se déploient désormais sur 4 niveaux: gouvernemental, industriel, social et régional. Premièrement, au niveau de l'État. Le Burkina Faso, fort du soutien du Niger et du Mali, a consolidé sa position diplomatique. La souveraineté énergétique est devenue une doctrine d'État. Les plans d'investissement sont révisés pour privilégier les infrastructures locales et les partenariats sud-sud. Les finances publiques, malgré une contraction temporaire des revenus d'exportation, gagnent en autonomie. Les recettes issues de la transformation locale, encore modestes, commencent déjà à compenser les pertes initiales. Ce basculement d'un modèle extractif vers un modèle productif place le gouvernement burkinabé dans une logique de long terme, où chaque tonne d'uranium traité localement représente un acte de souveraineté. Deuxièmement, dans les entreprises et les industries minières, la suspension a forcé un réajustement brutal. Les anciennes filiales françaises privées de débouchés se voient remplacées par des consortiums mixtes régionaux. Ces structures, soutenues par des ingénieurs locaux, diversifient les chaînes de valeur: extraction, raffinage, maintenance et transport. L'effet immédiat: une hausse de 28% des activités minières internes et une réduction des fuites de capitaux. Les entrepreneurs burkinabés, longtemps relégués au second plan, découvrent un nouvel espace d'initiative. Troisièmement, au niveau de la population. Les villes minières connaissent un souffle nouveau. La jeunesse, auparavant contrainte à l'exil, retrouve une perspective nationale. Les programmes de formation se multiplient. Les universités techniques de Ouagadougou et de Niamey affichent complet. Le sentiment collectif change. On ne parle plus de dépendance, mais de participation. Dans les marchés, dans les écoles, sur les radios communautaires, un mot revient sans cesse: dignité. Quatrièmement, sur le plan régional et géopolitique, le front sahélien inspire. Le Tchad, la Guinée et même la Centrafrique observent cette transformation avec intérêt. La France, pour sa part, multiplie les signaux de conciliation, consciente que la pression frontale ne ferait qu'accentuer la fracture. Les États-Unis et l'Union européenne étudient de nouveaux cadres de coopération, moins inégaux. Le Sahel, jadis zone tampon, devient centre d'impulsion. Ce basculement illustre le cœur du pari de Traoré: montrer qu'un choix audacieux, s'il est coordonné, peut remodeler la réalité économique et politique d'un continent. Les données, les voies, les projets convergent vers une même idée. L'Afrique n'a plus besoin d'attendre l'autorisation d'exister. À ce stade, 3 trajectoires principales se dessinent pour le Burkina Faso et ses alliés sahéliens. Scénario de base: le bloc sahélien maintient sa position actuelle. L'uranium continue d'être traité localement à petite échelle, tandis que les négociations internationales progressent lentement. Les infrastructures s'améliorent, les revenus internes augmentent graduellement et la diplomatie régionale se stabilise. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré consolide son autorité en démontrant la faisabilité d'un modèle africain d'autonomie énergétique sans provoquer d'effondrement économique. Scénario optimiste: les investissements étrangers affluent plus vite que prévu, notamment depuis la Chine, la Russie et l'Inde. Les usines de traitement local atteignent une capacité industrielle d'ici 6 mois, doublant la production et créant des milliers d'emplois. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali deviennent un hub énergétique continental,
inspirant d'autres nations africaines. Ce scénario transforme le pari Traoré en succès continental, une preuve tangible que la souveraineté économique peut rimer avec prospérité régionale. Scénario pessimiste. Les pressions extérieures se renforcent. Fluctuations du marché, sanctions voilées, opérations de déstabilisation politique. Les infrastructures tardent à se concrétiser, la croissance ralentit et les tensions sociales les montent. Le risque principal, une fracture interne entre la vision politique et les attentes économiques immédiates. Dans cette hypothèse, le leadership d'Ibrahim Traoré serait mis à l'épreuve, mais sa ligne de principe, la souveraineté avant la dépendance, resterait intacte. Réflexion clé. Entre ces chemins, un principe se détache, la résilience. Si le Burkina Faso réussit à renforcer la coopération régionale et la formation technique tout en diversifiant ses partenariats, il maximisera les chances du scénario optimiste tout en amortissant les risques du pire. Autrement dit, le succès ne dépend plus d'une seule nation, mais de la capacité collective du Sahel à maintenir sa cohésion autour d'un même objectif, transformer l'uranium en symbole de souveraineté durable. Au-delà des chiffres et des accords, la décision d'Ibrahim Traoré touche quelque chose de profondément humain. Pour les fonctionnaires et décideurs africains, elle incarne une réhabilitation de la fierté administrative, celle de pouvoir signer des contrats qui profitent enfin à leurs citoyens. Dans les ministères de Ouagadougou, les jeunes cadres racontent qu'ils se sentent acteurs d'un renouveau et non plus simples exécutants d'un agenda étranger. Pour les entrepreneurs locaux, le message est clair. Le changement ne viendra pas d'en haut, mais de l'initiative collective. Les projets de petites centrales, les start-up minières, les coopératives techniques se multiplient. Chaque initiative devient une déclaration d'indépendance économique. Dans cette effervescence, Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur. Son nom revient dans les conversations, non comme celui d'un chef charismatique, mais comme celui d'un modèle, un Africain qui ose planifier à long terme dans un monde obsédé par le court terme. Pour la population, l'impact est émotionnel. Les familles avouent dans ces transformations une promesse de stabilité et de dignité. Les jeunes, longtemps tentés par l'exil, commencent à croire qu'ils peuvent bâtir un avenir sur leur propre sol. Ce renversement psychologique, croire à nouveau en soi, est peut-être le plus grand succès de Traoré. Et pour le reste du monde, ce moment agit comme un rappel. La souveraineté n'est pas un slogan, mais un choix quotidien, parfois coûteux, souvent courageux, toujours porteur d'espoir. Transformer la vision d'Ibrahim Traoré en succès durable exige une méthode rigoureuse, presque industrielle. Le gouvernement du Burkina Faso a déjà posé les bases. Coordination régionale, formation technique, sécurisation des investissements et suivi trimestriel des résultats. Mais la feuille de route, désormais, se structure en 5 étapes clés. Premièrement, industrialiser localement. Construire et certifier les unités de traitement d'uranium au Burkina Faso, au Niger et au Mali d'ici 12 mois. Chaque usine doit fonctionner sous supervision mixte, ingénieurs locaux et partenaires étrangers. Deuxièmement, formeurs pour durer. Multiplier les programmes universitaires et techniques. L'objectif affiché est d'atteindre 2000 ingénieurs spécialisés d'ici fin 2026. Troisièmement, diversifier les alliances. Maintenir les relations stratégiques avec la Chine et la Russie, tout en ouvrant des canaux avec l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud pour éviter toute dépendance bilatérale. Quatrièmement, suivre et mesurer. Évaluer tous les trimestres, volume d'uranium traité localement, emplois créés, conformité aux normes internationales, progrès dans la formation. Les données doivent être publiques, renforçant la transparence et la confiance. Enfin, consolider le modèle. Étendre le cadre sahélien à d'autres ressources, manganèse, or, lithium. L'objectif est clair, construire une souveraineté économique transversale. Chaque étape reflète la logique de Traoré. Autonomie, coopération, transparence. Cette approche, si elle est menée à terme, pourrait devenir la première stratégie africaine cohérente de transformation minière régionale. Et derrière chaque jalon, une idée persiste, celle d'une Afrique qui façonne son avenir,
non plus dans la dépendance, mais dans la maîtrise. Quand on revient sur le parcours d'Ibrahim Traoré, on mesure à quel point cette décision dépasse la politique. Elle parle d'identité, de mémoire et d'avenir. Dans les villes minières, les jeunes ingénieurs et économistes qui ont répondu à son appel incarnent incarnent la renaissance d'une génération. Ils ne veulent plus ils ne veulent plus vendre le fruit de leur sol pour acheter leur propre avenir, ils veulent qu'ils le construire eux-mêmes. Chaque chantier, chaque atelier de formation, chaque discussion entre partenaires africains traduit un changement invisible mais profond, la confiance retrouvée. Car derrière les minerais, il y a des visages, des mains, des rêves. Et c'est peut-être là que réside le véritable pouvoir du geste de Traoré. Il a transformé une ressource géologique en symbole psychologique. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un pays, mais celle d'un continent qui relève la tête. Le Burkina Faso, hier périphérique, devient aujourd'hui point de départ d'un récit collectif, celui d'une Afrique qui se regarde sans crainte dans le miroir du monde. Et au cœur de cette transformation, un nom continue de résonner, Ibrahim Traoré. Ce moment n'appartient pas seulement aux dirigeants ou aux économistes, il appartient à tous ceux qui croient qu'un continent peut redéfinir ses règles du jeu. L'histoire qu'écrit Ibrahim Traoré n'est pas close. Elle s'invite dans les universités, les entreprises, les familles, les consciences. Chaque geste d'autonomie, produire localement, former des jeunes, refuser un contrat injuste, prolonge cette dynamique. Le Sahel a prouvé qu'il pouvait se dresser sans armes avec la seule force de la décision. Mais pour que cette étincelle devienne flamme, il faut la vigilance collective, celle des citoyens qui suivent, et des médias qui expliquent, des institutions qui appliquent. Car la souveraineté n'est pas un mot d'ordre, c'est une responsabilité partagée. Et si l'Afrique veut être entendue, elle devra continuer à parler d'une voix claire, ferme et ouverte au dialogue. Alors, à vous qui lisez ces lignes, chercheurs, étudiants, citoyens, une question demeure. Que ferez-vous, vous aussi, pour que cette renaissance africaine reste vivante ?